Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons effectuer un exercice qui porte sur le théorème des valeurs intermédiaires, donc au programme de terminal ES et de terminal S. On considère une fonction f qui est définie par f de x égale moins 3x cube plus 4x carré plus 10x moins 7 pour tout x appartenant à l'intervalle moins 2, 3, qu'on va appeler l'intervalle i. Et on a plusieurs questions. On va les lire rapidement et s'interroger un petit peu sur quelles sont les stratégies qu'il faudra mettre en place. Premièrement, on nous demande de justifier que f est dérivable sur i, ça ne sera pas très compliqué, c'est tout simplement parce que f est un polynôme. Puis de calculer donc cette dérivée. On appliquera nos formules de dérivation pour cela. On doit ensuite dresser le tableau de signes de f'. Alors vu qu'on f est un polynôme de degré 3, on sait que quand on va dériver un polynôme de degré 3, on obtiendra un polynôme de degré 2. Donc pour étudier son signe, il faudra utiliser la méthode du discriminant delta. Et ensuite, une fois qu'on aura le signe de f', on pourra répondre à la question C, puisque le signe de f' donne les variations de f. Dans la question 2, on nous demande de montrer que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions sur l'intervalle i qu'on va noter alpha, bêta, gamma. Donc là, c'est la question typique qui va demander d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et une fois qu'on aura déterminé du coup ces 3 solutions de l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire les valeurs d'annulation de la fonction f, on pourra assez facilement en déduire son tableau de signes. Et enfin, on utilisera la calculatrice pour donner des valeurs approchées, des encadrements, des 3 valeurs d'annulation, alpha, bêta et gamma. Voilà donc pour cette première approche de l'énoncé. On sait à peu près ce qu'on devra utiliser comme méthode à chaque question. Et ce qui peut être intéressant pour contrôler les résultats de nos calculs qu'on va effectuer tout au long de l'exercice, ça peut être intéressant de tracer, à chaque fois qu'on a une étude de fonction, de tracer la courbe de la fonction à la calculatrice. L'essentiel pour pouvoir tracer une courbe à la calculatrice, c'est de bien choisir les paramètres de la fenêtre. Vu que f, nous, est défini sur l'intervalle moins 2, 3, on va avoir les x qui vont varier de moins 2 à 3. Donc ça semble logique pour les bords gauche et droit de la fenêtre de prendre à la calculatrice le x min égale à moins 2 et le x max égale à 3. Pour le y min et le y max, là on peut tâtonner un petit peu histoire de voir jusqu'où la courbe monte, jusqu'où elle descend. Et il semblerait qu'on ait deux changements de variation ici, donc un creux et une bosse, et que les valeurs de y min à moins 12 et de y max à 8 semblent permettre d'avoir une vision assez correcte et assez convenable de la fonction. Donc voilà pour les paramètres de la fenêtre. On va maintenant passer à la résolution de l'exercice. Alors pour cette question 1a, on nous demande de justifier que f est dérivable sur l'intervalle i, on l'a déjà plus ou moins expliqué, et calculer f' de x pour tout x dans i. Donc on a dit que f était dérivable tout simplement parce que c'est un polynôme de degré 3, et nous on sait, il y a une propriété qui dit que tout polynôme est dérivable sur R. Donc nous ici, si elle est dérivable sur R, elle est à plus forte raison sur l'intervalle i. Donc on va l'écrire, f est dérivable sur i car c'est un polynôme. On va indiquer que c'est un polynôme de degré 3 puisque la plus grande puissance de x ici c'est la puissance 3, le cube. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir tout simplement calculer f' de x. Donc là, pour ça, il faut utiliser nos règles de dérivation. Donc, bon, c'est un polynôme, donc c'est assez simple de dériver les polynômes, puisque c'est une somme, ici, de 4 termes. Et on sait tout simplement que pour dériver une somme, on peut se contenter de faire la somme des dérivés de chacun des termes. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Et si on regarde par exemple le premier terme, comment on dérive moins 3x cube, c'est un coefficient moins 3 multiplié par la fonction cube. Donc encore une fois, la dérivation c'est compatible avec la multiplication par un coefficient. Il suffit de dériver le x cube et de multiplier le résultat par
le coefficient, ici moins 3. Donc la dérivée de x cube, ça il faut la savoir. Il y a une formule générale qui dit que la dérivée de x puissance n, c'est n x puissance n-1. Donc en gros, on prend la puissance, on la met devant multipliée, et on baisse la puissance d'un cran. Donc si on l'applique à x cube, ça va donner, on met la puissance devant, et on baisse la puissance d'un cran, 3 moins 1, 2. Donc la dérivée de x cube, c'est 3x carré, et on multiplie le résultat par moins 3. Et ainsi de suite pour le reste. Ensuite, on va avoir 4 fois la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, bon, vous pouvez utiliser encore une fois cette formule générale. En gros, on met le 2 devant et la puissance baisse d'un cran, donc ça devient puissance 1. On ne l'écrit pas du coup. Et on continue, plus 10 fois la dérivée de x. La dérivée de x, c'est 1. Et enfin, le moins 7. Le moins 7 qui est une constante, hein, donc la dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Il y aura moins 0. Alors on va écrire ça un petit peu plus proprement. On a du coup du moins 9x carré plus 8x plus 10. Alors pour la question 1b, on nous demande de dresser le signe de la dérivée. Comme on l'avait prévu dans notre petite analyse de tout à l'heure, la dérivée d'un polynôme de degré 3, ça donne un polynôme de degré 2. Et pour étudier le signe d'un polynôme de degré 2, on a une méthode qui est la méthode du discriminant. On sait que si on a un polynôme donc de la forme ax carré plus bx plus c, ici en identifiant, nous on a a qui vaut moins 9, b qui vaut 8 et c qui vaut 10. Et on sait que quand on a ça, on a le discriminant qui est noté delta, qui est donné par la formule b carré moins 4ac. Donc on va faire le calcul. 8 au carré ici, moins 4 fois, on fait attention au signe, moins 9 fois 10. Donc 64. Ici, on fait attention au signe, moins 4 fois moins 9, ça va donner du positif. Donc on va obtenir du plus. 4 fois 9, 36, fois 10, 360. Ce qui donne à l'arrivée du 424. C'est positif. Il y a donc deux solutions, deux valeurs d'annulation de cette dérivée, deux racines qu'on va noter x1 et x2 et qui sont données par les formules en fonction toujours des coefficients ABC, moins b plus racine de delta sur 2 fois a, qu'on va calculer tout de suite. Si on remplace, on se retrouve avec moins 8 plus racine de 424, le tout sur 2 fois moins 9. Alors, on peut les approcher à la calculatrice. Faites attention aux parenthèses à la calculatrice. Il ne faut pas oublier ici qu'à chaque fois qu'on a une fraction, il y a des parenthèses implicites. Alors on trouve du coup grâce à la calculatrice, si j'arrondis à deux chiffres, on va dire à peu près moins 0,70. Et la deuxième racine va être donnée par une formule très similaire. Il suffit de changer le plus entre les deux en moins. Donc on va avoir de la même façon moins 8 moins racine de 424 sur 2 fois moins 9. On fait attention toujours aux parenthèses lorsqu'on tape ce calcul à la calculatrice. Et pour cette solution, on trouve à peu près 1,59. Alors on remonte un petit peu et on va pouvoir du coup dresser le tableau de signes maintenant qu'on a les racines, c'est-à-dire les valeurs d'annulation de f' de x. On sait qu'on est sur l'intervalle i, qui est moins 2, 3, donc les x varient entre moins 2 et 3. Et on a deux valeurs d'annulation, moins 0,70 qui est bien entre moins 2 et 3, et ensuite 1,59 qui est aussi entre moins 2 et 3. Donc ces deux valeurs d'annulation sont dans l'ensemble de définition. Et notre fonction f' va donc s'annuler deux fois
sur cet intervalle moins de 3. Reste à se demander quels sont les signes, et pour ça il faut se rappeler la règle pour les trinômes. On peut se rappeler un petit peu de l'allure de la courbe d'un trinôme, c'est une parabole. Et une parabole, elle est soit comme ceci, soit comme cela. Avec ici l'axe des abscisses quelque part au milieu, puisqu'il y a deux valeurs d'annulation x1 et x2. x1 et x2. Et nous, ce qu'on sait, c'est que l'orientation de la parabole va dépendre en fait uniquement du signe du coefficient a. Ici, le coefficient a est négatif, donc on est dans le premier cas avec la parabole qui a les branches vers le bas. Alors que si a avait été positif, on aurait une branche vers le haut. Alors nous ici, le a est négatif, la parabole est donc vers le bas. On a d'abord des valeurs négatives, puisqu'on est en dessous de l'axe des abscisses. Ça s'annule en x1, puis ça prend des valeurs positives. La fonction ensuite s'annule en x2, et prend ensuite des valeurs négatives. Voilà donc un petit moyen de retenir cette règle des signes pour les trinômes, d'avoir en tête la parabole et de savoir que l'orientation de la parabole dépend tout simplement du signe de a. Mais nous, comme a est négatif, on a moins plus moins, comme le montre le petit dessin. Maintenant qu'on a le signe de la dérivée f', on va pouvoir en déduire immédiatement les variations, le tableau de variation de la fonction de départ, la fonction f. Donc c'est la réponse à la question C. Là où la dérivée est négative, la fonction est décroissante. Et là où la dérivée est positive, la fonction est croissante. Dans un tableau de variation en général, on aime bien indiquer les valeurs aux différentes extrémités. Et ici, on va en avoir besoin parce qu'on va appliquer le TVI dans la question 2. Donc on va les calculer. Par exemple, la première, il suffit de calculer l'image de moins 2 par f. Donc, pour calculer l'image de moins 2 par f de moins 2, il suffit de prendre la formule de f. Attention à ne pas confondre avec la formule de la dérivée. C'est f qui nous intéresse ici. On prend la formule et on remplace tous les x par moins 2. On fait attention aux parenthèses et aux signes. Moins 3 fois x au cube, donc nous ici, moins 2 au cube. Plus 4 fois x au carré, donc nous ici, moins 2 au carré. Plus 10 fois moins 2, moins 7. Alors on effectue le calcul à l'aide de la calculatrice, ce qui nous donne 13. Donc l'image de moins 2, je vais la réécrire ici. f de moins 2, c'est 13. On la met dans le tableau à ce niveau-là. Et même principe pour les images de x1, de x2 et de 3. Donc x1 valait moins 0,70, donc là on remplace tous les moins 2 par moins 0,70. On trouve à l'aide de la calculatrice, ça fait à peu près moins 11. f de x1 à peu près égal à moins 11. On trouve même principe que f de x2, donc en remplaçant cette fois tous les x par 1,59, 6,95, on va mettre 7. Et enfin, en remplaçant tous les x par 3, on va avoir là cette fois une valeur exacte qui est de moins 22. Donc on reporte les valeurs dans le tableau. Moins 11 pour l'image de x1, 7 pour l'image de x2 et moins 22 pour l'image de 3. Ça semble assez cohérent avec les variations qu'on avait indiquées. Et on peut, si on veut, regarder la courbe de la fonction qu'on avait tracée sur la calculatrice pour voir si les valeurs sont cohérentes. Donc la courbe la voici. On n'a pas l'image de moins 2 parce que ça monte un petit peu plus haut dans les positifs, on n'a pas affiché, mais a priori ça doit être à peu près moins 11 sur les ordonnées. Pareil, on n'a pas exactement l'image de 3 parce que la courbe descend plus bas, mais la valeur de moins 22 qu'on a trouvée semble assez cohérente aussi. Et en revanche, on a les changements de variation ici et là, qui correspond à peu près à moins 0,7, donc la première racine qu'on a trouvée, et à peu près
à 1,59, la deuxième racine qu'on a trouvée, et les valeurs, c'est ce qu'on vient de calculer, à peu près 7 et à peu près moins 11. Donc nos calculs semblent quand même cohérents pour l'instant par rapport à la courbe. On va pouvoir passer à cette question 2, la 2a, qui demande, pour résoudre l'équation f de x égale 0, d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors vu que le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI, c'est le point central de cet exercice, je vais prendre le temps de rappeler son énoncé, ses hypothèses, et ensuite on l'appliquera sur l'exercice en rédigeant tout ça proprement. Quel est le principe du TVI? Vous avez des hypothèses, il faut qu'on ait au départ une fonction f qui va être continue et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante, sur un intervalle AB. Donc nous, A et B auront des valeurs concrètes suivant l'intervalle dans lequel on appliquera le TVI. Ça, c'est les hypothèses. Et donc par exemple, si on prend une fonction strictement croissante sur notre intervalle AB, que va-t-il se passer? On va prendre deux nombres A et B, on va prendre des images, ici ça va être f de A, on va prendre f de B par là, on sait que la courbe passe par ces deux points. Et le principe, c'est que du coup, on va devoir relier ces deux points sans lever le crayon, puisque f est continu, et sans jamais redescendre. Il faut toujours monter, puisque f est strictement croissante, ici, dans l'exemple que je suis en train de faire. Donc vous vous rendez compte que la fonction va prendre chacune des valeurs entre f de A et f de B. Et elle va prendre une et une seule fois chacune de ces valeurs. Et le principe va être le même si vous le faites avec une fonction décroissante. Donc, si vous êtes décroissant, f de A sera plus grand que f de B, et vous devez relier les deux points sans lever le crayon, en étant toujours en train de descendre si elle est strictement décroissante. Et du coup, vous vous rendez compte que nécessairement, vous allez prendre chacune des valeurs entre f de A et f de B une et une seule fois. Ça, c'est ce que nous dit donc le théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continue et strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante sur l'intervalle AB, alors f prend chacune des valeurs entre f de A et f de B une et une seule fois. Nous, on va l'appliquer, le TVI, pour résoudre des équations. Qu'est-ce qui se passe maintenant si on veut résoudre une équation du type f de x égale c, où c est un nombre réel fixe? Eh bien tout simplement, si vous savez que votre réel c est compris quelque part entre f de A et f de B, on va rajouter une hypothèse c compris entre f de A et f de B, eh bien, vu que vous savez que f prend une seule fois chacune des valeurs entre f de A et f de B, vous savez en particulier que f prendra la valeur c une et une seule fois sur l'intervalle AB. Et on le vérifie très bien sur le dessin, qu'il y a un seul point de la courbe de f dont l'ordonnée vaut c. Et donc, il y a un seul x correspondant, et ce x là, ça va être la seule solution de l'équation f de x égale c sur l'intervalle AB. Donc on dit que f de x égale c, l'équation, admet une unique, c'est-à-dire une seule solution sur l'intervalle AB. Le principe va être le même si la fonction est strictement décroissante. Donc si on suppose que f est continue et strictement décroissante sur l'intervalle AB, et si on suppose de plus que le nombre c, qui intervient ici dans l'équation qui nous intéresse, est compris entre les images f de A et f de B, je vais prendre par exemple le réel c ici, et on se rend compte, encore une fois, qu'il y a un seul et unique point de la courbe correspondant, donc une seule valeur x dans l'intervalle AB, telle que f de x égale c. Une seule solution à l'équation f de x égale c sur l'intervalle AB.
Bon, maintenant qu'on a fait ce petit rappel de cours sur le TVI, on va pouvoir repasser sur notre exercice. Nous, ce qui nous intéresse dans la question 2a, c'est de résoudre l'équation f de x égale 0. C'est le cas qu'on croisera le plus souvent quand le petit c vaut 0. Et on est sur l'intervalle moins 2, 3. Le problème, c'est que sur l'intervalle moins 2, 3, alors certes, f est continu, parce que c'est un polynôme, donc ça on peut le mettre. F est continu sur moins 2, 3, car c'est un polynôme, ou alors on peut dire aussi qu'elle est continue parce qu'elle est dérivable. Ça c'est une propriété du cours qui nous dit qu'une fonction dérivable sur un intervalle est continue sur son intervalle nécessairement, car f est dérivable sur moins 2, 3. Donc ok pour l'hypothèse de continuité, mais le problème c'est qu'on n'a pas l'hypothèse de monotonie. Sur l'intervalle moins 2, 3, vous voyez, au vu du tableau de variation, que la fonction change de variation 2 fois. Du coup, on ne peut pas dire qu'elle est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 3, et on ne peut pas dire qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins 2, 3. On va être obligé, du coup, de séparer l'étude et l'application du TVI en 3 cas. 3 morceaux, 3 intervalles sur lesquels la fonction est strictement monotone. On va commencer sur le premier intervalle, entre moins 2 et x1, c'est-à-dire entre moins 2 et 0,7. On va appliquer le TVI là-dessus. Et on va s'appliquer à bien faire la rédaction, et on rend compte que la rédaction va être exactement la même quand on va vouloir ensuite appliquer le TVI sur x1, x2, c'est-à-dire moins 0,7, 1,59, et ensuite on va encore une troisième fois appliquer le TVI sur 1,59, 3. Alors, sur l'intervalle moins 2, x1, on va mettre sur moins 2, moins 0,70. C'est pas la valeur exacte, moins 0,70, mais on va pardonner ce léger manque de rigueur. Ça va pas avoir une grande incidence pour le reste. On pourrait mettre x1 tout simplement si on voulait être vraiment précis. Et ensuite, on va dire deux choses. Premièrement, que f est continue et strictement décroissante. Sur moins 2, moins 0,7, elle est strictement décroissante. On le voit grâce au tableau de variation. Et le fait qu'elle soit continue, on l'a justifié en disant qu'elle était continue sur moins 2, 3. De toute façon, par convention, quand on fait des flèches dans le tableau de variation, ça veut dire non seulement, par exemple cette flèche veut dire non seulement que la fonction f est strictement décroissante, mais aussi, par convention, qu'elle est continue. Strictement décroissante, sur notre intervalle moins 2, moins 0,70. Et la deuxième chose, ça va être tout simplement que le 0, là, le petit c du théorème, qui nous ici est 0, il faut vérifier qu'il est bien compris entre f de a et f de b. C'est-à-dire, nous, entre f de moins 2 et f de x1. Donc, est-ce que 0 est compris entre f de moins 2 et f de x1 ? F de moins 2, ça vaut 13. Et f de x1, ça vaut à peu près moins 11. L'un est positif, l'autre est négatif. Donc oui, le 0, il est quelque part entre les deux. F de moins 0,70 égale moins 11. Donc d'après le TVI, ou plutôt la conséquence, le cas particulier des TVI appliqués aux résolutions d'équations, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on va appeler alpha, puisque ce qui était demandé dans l'énoncé, de l'appeler alpha, sur l'intervalle moins 2, moins 70, moins 0,70. Donc voilà, l'idée c'est vraiment ce qu'on expliquait. Comme f, vous devez tracer sa courbe sans lever le crayon et en descendant toujours, vous allez forcément passer par chacune des valeurs entre 13 et moins 11, et une seule fois par chacune des valeurs entre 13 et moins 11. Forcément, à un moment, on va passer par le 0, et ça va correspondre à une certaine valeur de x, dont l'image vaudra 0. Cette valeur de x, on l'appelle alpha. Bon, voilà pour une rédaction du TVI assez succincte. Bon, il faut justifier qu'elle est continue au départ, et ensuite, vous précisez que chacune des hypothèses est respectée. Continue, strictement décroissante ou croissante,
et que votre nombre, le nombre qui vous intéresse, ici le petit c dans l'équation, est bien compris entre les images des bornes de l'intervalle qui vous préoccupe. Ici, nous, moins 2, moins 0,70. Dès qu'on a écrit ça, le TVI permet de conclure. On va adopter exactement la même rédaction pour montrer qu'il existe une unique solution bêta entre x1 et x2 dont l'image vaut 0, puisque encore une fois, f va prendre chacune des valeurs entre moins 11 et 7 une et une seule fois, puisqu'elle est strictement croissante et continue entre x1 et x2. Et puis, encore une fois, de la même façon, sur l'intervalle x2, 3, on va montrer, vu que f est continue et strictement décroissante, qu'il y a une unique solution à l'équation f de x égale 0. On va appeler gamma cette solution. On va donc, comme l'énoncé le demandait, trouver au final 3 solutions sur l'intervalle moins 2, 3. 3 solutions à l'équation f de x égale 0, qu'on a appelé alpha, bêta, gamma, et qu'on a ici rangé dans l'ordre 300. Alors, j'ai recopié la rédaction directement et je l'ai adaptée pour chacun des deux intervalles qui nous restent. Donc, l'intervalle x1, x2, c'est-à-dire moins 0,70, 1,59. Sur cet intervalle, on répète que f est continue et strictement croissante cette fois. On dit que le 0 est bien compris entre les images des bornes, c'est-à-dire entre l'image de moins 0,70 et l'image de 1,59, puisque l'image de moins 0,70 c'est moins 11, et que l'image de 1,59 c'est 7, donc le 0 il est bien compris entre moins 11 et 7. Et donc, d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on va noter bêta cette fois, sur notre intervalle moins 0,70, 1,59. Même principe pour le dernier intervalle, 1,593. Sur cet intervalle 1,593, f est continue toujours, strictement décroissante à nouveau, et le 0 est bien compris entre les images des bornes, puisque l'image de 1,59 c'est 7, et l'image de 3 c'est moins 22. Le 0 est bien compris entre 7 et moins 22. Donc d'après le TVI, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution qu'on note gamma sur l'intervalle 1,59, 3. La conclusion de cette question, c'est que l'équation f de x égale 0 admet exactement 3 solutions sur notre intervalle de départ, l'intervalle entier, moins 2, 3, c'est-à-dire i. C'est ce que l'énoncé nous demandait de démontrer. On va donc pouvoir passer à la question 2b. On a fait le plus dur là, avec cette question 2a, et la 2b nous demande de dresser le tableau de signes de f. Pour dresser le tableau de signes de f, on commence toujours par chercher les valeurs d'annulation. Quand est-ce que f de x vaut 0 ? F de x vaudra 0 là où ça va changer de signe. C'est pour ça que ces valeurs-là nous intéressent. Et justement, les valeurs telles que f de x vaut 0, on vient de les trouver. On a dit qu'il y en avait 3, alpha, bêta, gamma. Donc dans notre tableau de signes, on va avoir 3 valeurs d'annulation. Alors je vais juste indiquer que les solutions, on les a appelées alpha, bêta, gamma. Et on les a rangées dans l'ordre 300, donc alpha est le plus petit et gamma le plus grand. Le tableau de signes, on va tout simplement mettre alpha, bêta et gamma pour nos 3 valeurs d'annulation. On fait des barres avec un 0 pour indiquer que les images de alpha, de bêta et de gamma par f valent 0. Et ensuite, il va falloir se poser la question des signes. Mais la question des signes, c'est pas très compliqué, on le déduit directement du tableau de variation. Si vous regardez entre moins 2 et alpha, sur le tableau de variation, on voit que les valeurs de f sont comment ? Positives, puisqu'elles vont de 13 à 0. Donc le signe de f est positif. Ensuite, de alpha à bêta, on démarre à 0, on descend dans les négatifs jusqu'à moins 11, on remonte jusqu'à 0. De alpha à bêta, on est toujours dans les négatifs. Négatif entre alpha et bêta. Ensuite, les valeurs sont au-dessus de 0 jusqu'à 7, puis redescendent à 0. Elles sont toujours positives entre bêta et gamma. On a un plus. Et enfin, au-delà de gamma, entre gamma et 3, les valeurs vont de 0 et descendent jusqu'à moins 22, sont donc toujours négatives. Donc grâce à nos solutions dont on a démontré l'existence avec le TVI, et grâce aux variations, tableau de variation de f, on en déduit très simplement le signe de f. Alors pour cette dernière question, on nous demande
d'utiliser la calculatrice afin de déterminer des encadrements de alpha, de bêta et de gamma à 10 puissance moins 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire un encadrement à 10 puissance moins 2? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve deux valeurs telles que alpha va être compris entre les deux. Donc on va chercher une fourchette dans laquelle alpha se retrouve. Et une fourchette suffisamment précise, suffisamment petite, pour qu'on ait une idée précise de la valeur de alpha. Et ce qui nous est imposé dans la question, c'est d'avoir une fourchette à 10 puissance moins 2. Donc 10 puissance moins 2, c'est 0,01. Donc on veut que l'écart entre les deux valeurs d'encadrement qu'on va trouver soit de 0,01. Et on va faire ensuite pareil pour bêta et pour gamma. Alors il y a plusieurs façons de faire ça à la calculatrice. On peut par exemple utiliser la commande 0 qui se trouve dans le menu calcul de la calculatrice. Une fois qu'on a tracé la courbe de la fonction, il faudra ensuite indiquer pour chaque 0, il faudra indiquer une borne légèrement à gauche, une borne légèrement à droite, et puis la calculatrice donnera directement la valeur approchée de alpha, et elle, en général, elle donne une valeur approchée à 7-8 chiffres après la virgule, donc vraiment quelque chose de très précis. Première méthode, une fois que vous avez cette valeur approchée, vous donnez un encadrement à 10 puissance moins 2. Et la deuxième méthode, qui va nous donner un peu plus directement finalement l'encadrement, c'est d'utiliser non pas la courbe, mais le tableau de valeur de la fonction. Donc l'idée, c'est de choisir comme pas du tableau de valeur, de choisir un pas de 0,01. Ça, dans le tableau de valeur, les x iront de 0,01 à 0,01. Et on fait défiler le tableau de valeur, tout en regardant les images f de x, et on regarde à partir de quel moment, par exemple pour alpha, au début, si on démarre le tableau de valeur à moins 2, on va avoir pour f de x une valeur 13, et puis plus on va faire défiler le tableau vers la valeur réelle de alpha, plus les images vont diminuer, et il y a un moment où on va passer d'une image positive à une image négative sur le tableau de valeur. Et donc à ce moment-là, c'est qu'on aura dépassé alpha. Donc il suffit juste de lire dans la colonne des x les deux valeurs qui correspondent, et ça nous donnera, ces deux valeurs vont être l'encadrement, puisqu'elles vont être distantes de 0,01, puisqu'on a choisi un pas à 0,01. Donc voilà, deux méthodes. Moi j'ai utilisé par exemple la commande 0, histoire d'avoir également, en plus de l'encadrement, d'avoir vraiment la valeur approchée de alpha, un peu plus précise. Et la calculatrice me dit que le premier 0, donc le alpha, est à peu près égal à moins 1,618. J'ai fait pareil pour les deux autres 0. Elle m'a dit que bêta était à peu près égal à 0,618 et que gamma était à peu près égal à 2,333. Donc maintenant, si on essaie d'en déduire les encadrements, par exemple le gamma, il est compris entre 2,33 et 2,34. Vous voyez, là j'ai pris un encadrement de taille 0,01, 10 puissance moins 2. On fait pareil pour les autres. Le bêta sera compris entre 0,61 et 0,62. Et le alpha, on fait attention parce que là c'est des valeurs négatives, donc la plus petite, ça va être moins 1,62. Et la plus grande des deux, moins 1,61. Donc ça, ce que j'encadre en rouge, c'est la réponse qui était attendue à la question, des encadrements à 10 puissance moins 2. Et du coup, ça va conclure la question et achever l'exercice, mais on va quand même retourner sur la courbe pour vérifier que ces valeurs sont à peu près cohérentes et qu'on ne s'est pas trompé. Les valeurs d'annulation, les solutions de f de x égale 0, graphiquement, comment on les retrouve? C'est tout simplement quand le f de x, c'est-à-dire l'ordonnée, est égal à 0, donc à la hauteur 0, on regarde quels sont les points de la courbe que l'on retrouve. Il y en a 3, celui-ci, celui-ci et celui-là. Et si on lit leurs abscisses, les x correspondants,
Et on voit qu'ici, on est un petit peu avant moins 1,6, donc le moins 1,618 que l'on avait trouvé semble plutôt cohérent. Là, on est légèrement après 0,6, donc le 0,618 semble cohérent. Et ici, on est à peu près vers 2,333 également. Donc visiblement, les valeurs qu'on a trouvées sont correctes. Et voilà donc qui conclut l'exercice. Alors la vidéo était un petit peu longue, mais pour expliciter et mettre en place le TVI, ça prend forcément un petit peu de temps. J'espère que malgré tout, cette vidéo était compréhensible. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, et à bientôt.